Bonsoir, bienvenue sur la Van Morgane. J'espère que vous allez bien. Alors, attendez, je remets le micro un peu en place. Il est tard déjà, j'ai un peu froid peut-être. Je vais faire une courte lecture des 4 filles du docteur March. Je ne vais pas refaire la lecture trop venteuse, pas tout de suite en tout cas. Je vais peut-être la refaire, mais à la fin. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à tout à l'heure après cette lecture. Chapitre 20, confidentiel. Je ne pense pas avoir les mots pour raconter les retrouvailles de la mère et de ses filles. De tels moments sont merveilleux à vivre, mais difficiles à décrire, alors je vais m'en remettre à l'imagination de mes lecteurs. Je me bornerai à dire que la maison débordait d'un authentique bonheur et que le tendre espoir de Meg se réalisa. Car lorsque Beth se réveilla de ce long sommeil réparateur, les premières choses sur lesquelles tomba effectivement son regard furent la petite Rose et le visage de sa mère. Trop faible pour s'émerveiller, elle se contenta de sourire et se nicha dans les bras aimants qui l'entouraient, sentant que son ardent désir était enfin satisfait. Puis elle se rendormit et les filles s'affairèrent autour de leur mère qui ne pouvait se résoudre à desserrer l'étreinte de la petite main agrippée aux siennes jusque dans son sommeil. Anna avait servi un petit déjeuner ahurissant à la voyageuse, incapable d'évacuer son excitation d'une autre façon. Et Meg et Joe nourrirent leur mère comme de petites cigognes dévouées en l'écoutant chuchoter et parler de l'état de santé de leur père, de la promesse de M. Brooke de rester pour s'occuper de lui, du retard occasionné par l'orage sur le trajet du retour et de l'indicible réconfort provoqué par la vision du visage plein d'espoir de Laurie lorsqu'elle était arrivée, éreintée par la fatigue, l'angoisse et le froid. Quelle journée étrange, bien que plaisante ce fut. Si lumineuse et gaie à l'extérieur, car tout le monde semblait être dehors pour accueillir la première neige. Si calme et apaisée à l'intérieur, car toutes dormaient, épuisées par les veilles, et la quiétude d'un repos dominical régnait dans la maison, tandis qu'Anna, la tête dodelinant, montait la garde à la porte. Avec la sensation divine d'être libérées de leur fardeau, Meg et Joe fermèrent leurs yeux fatigués et se reposèrent comme des navires ayant été secoués par la tempête, enfin ancrés à l'abri dans un port tranquille. Madame March ne voulait pas quitter le chevet de Beth, mais elle somnola dans le grand fauteuil, se réveillant souvent pour contempler, toucher et couver son enfant comme un avare, un trésor retrouvé. Entre-temps, Laurie, dépêchée pour aller réconforter Amy, raconta si bien son histoire que même tante March renifla et ne déclara pas une seule fois « Je vous l'avais bien dit ». Amy se montra si forte à cette occasion que je crois que les bonnes pensées de la petite chapelle commençaient réellement à porter leurs fruits. Elle sécha rapidement ses larmes, réfréna son impatience de voir sa mère et ne songea pas un instant à la bague en turquoise lorsque la vieille dame approuva de tout cœur l'opinion de Laurie selon laquelle elle se conduisait comme une vraie petite femme. Même Polly semblait impressionnée, car il la qualifia de gentille fille. Gentille fille, bénit ses boutons et la supplia de venir faire une promenade, ma chère, de son ton le plus affable. Elle serait sortie avec joie pour profiter de cette radieuse journée d'hiver, mais, s'apercevant que Laurie tombait de sommeil malgré ses efforts virils pour le dissimuler, elle le convainquit de se reposer sur le canapé pendant qu'elle écrivait un mot pour sa mère. Elle y passa beaucoup de temps et, lorsqu'elle revint, il était étendu de tout son long, les bras sous la tête, profondément endormi, et tante March avait fermé les rideaux et ne faisait rien dans un inhabituel accès de bonté. Au bout d'un moment, elles se dirent qu'ils n'allaient pas se réveiller avant la nuit, et je suis sûre que ça aurait été le cas s'il n'avait pas été salutairement tiré de son sommeil par le cri de joie que poussa Amy en voyant sa mère. Il se trouvait probablement bon nombre de petites filles heureuses en ville et aux alentours ce jour-là. Mais mon opinion personnelle est qu'Amy était la plus heureuse de toutes lorsqu'elle s'assit sur les genoux de sa mère, lui raconta ses épreuves et reçut consolation et compensation sous forme de sourires approbateurs et de tendres caresses. Elles étaient seules dans la chapelle à laquelle sa mère ne mit aucune objection quand elle lui en expliqua le but. « Au contraire, ça me plaît beaucoup, ma chérie, dit-elle, ses yeux passant du rosaire poussiéreux au petit livre usé et au charmant tableau entouré d'une guirlande de verdure. C'est une excellente résolution d'avoir un endroit où se retirer lorsque l'on veut être tranquille, que quelque chose nous contrarie ou nous chagrine.
Nous traversons de nombreux moments difficiles dans la vie, mais il est toujours possible de les supporter si nous demandons de l'aide de façon appropriée. Je pense que ma petite fille est en train de l'apprendre, non ? Oui, maman. Et quand je rentrerai à la maison, j'ai l'intention d'avoir un coin dans le grand placard pour y mettre mes livres et la copie de ce tableau que j'ai essayé de faire. Le visage de la femme n'est pas bon, il est trop beau pour que j'arrive à le dessiner, mais le bébé est mieux et je l'aime beaucoup. J'aime bien songer qu'il a un jour été un petit enfant, ainsi j'ai l'impression de ne pas être si éloignée et ça m'aide. Tandis qu'Amy, assise sur les genoux de sa mère, désignait du doigt le Christ enfant, Madame March vit sur la main levée une chose qui la fit sourire. Elle ne dit rien, mais Amy comprit son regard et, après un court silence, elle ajouta gravement « Je voulais t'en parler, mais j'ai oublié. Tantine m'a offert la bague aujourd'hui. Elle m'a appelée et m'a embrassée et me l'a mise au doigt et m'a dit que je lui faisais honneur et qu'elle aimerait me garder toujours. Elle m'a donné cette drôle de bague en guise de sûreté pour que je ne perde pas la turquoise parce qu'elle est trop grande. J'aimerais les porter, maman, je peux ? Elles sont très jolies, mais je pense que tu es un peu jeune pour de tels bijoux, dit Madame March en regardant la petite main potelée portant à l'index l'anneau de pierre d'un bleu azur et la bague désuète formée de 2 minuscules mains en or entrelacées. Je vais essayer de ne pas être vaniteuse, dit Amy. Je ne crois pas que je l'aime seulement parce qu'elle est si jolie, mais je veux la porter comme la fille dans l'histoire porte son bracelet pour qu'elle me rappelle quelque chose. Tu veux parler de tante March ? Demanda sa mère en riant. Non, pour me souvenir de ne pas être égoïste. Amy avait l'air si sérieuse et sincère que sa mère cessa de rire et écouta avec respect sa petite idée. Ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi à mon gros paquet de méchanceté et être égoïste est la pire de toutes. Alors je vais essayer de toutes mes forces d'en guérir, si je peux. Beth n'est pas égoïste et c'est pour ça que tout le monde l'aime et se sent si malheureux à l'idée de la perdre. Les gens seraient beaucoup moins malheureux si j'étais malade et je ne les mérite pas. Mais j'aimerais être aimée et regrettée par énormément d'amis, alors je vais m'efforcer de ressembler à Beth. J'ai tendance à oublier mes résolutions, mais si j'avais quelque chose sur moi pour me le rappeler, je pense que j'y arriverais mieux. Je peux essayer. Oui, mais je fais davantage confiance au coin dans le grand placard. Porte ta bague, ma chérie, et fais tout ton possible. Je pense que tu vas réussir, car le désir sincère de bien faire est la moitié de la bataille. Maintenant, je dois repartir au chevet de Beth. Garde courage, ma petite fille, et nous t'aurons bientôt de nouveau à la maison. Ce soir-là, tandis que Meg écrivait à son père pour lui raconter l'arrivée saine et sauve de la voyageuse, Joe se glissa à l'étage dans la chambre de Beth et, trouvant sa mère à sa place habituelle, elle resta debout un instant, entortillant une mèche de cheveux d'un geste inquiet et d'un air indécis. Qu'y a-t-il, ma chérie ? Oui. Excuse-moi de te déranger. Non, Est-ce y a que pas tu as vu un chien tout à l'heure passer ? Oui, il y a un chien qui s'est arrêté là et il me semble qu'il est allé par là. Ensuite, c'était une sorte de dog. Un chien marron. Oui, c'est ça. Il n'était pas sur la voie de chemin de fer. Non, non, du tout, il était sur le... Oui, et j'ai pas fait attention, je croyais qu'il y avait quelqu'un qui le suivait, mais oui, il est passé là et il est parti par là, je pense. Ok, Voilà, merci. je vous en C'est prie. bon, il est rentré du coup, mais c'était pour savoir s'il était quand même venu jusqu'ici. Ah oui, 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 je vous en prie. Bonne soirée. Bonne soirée également. Qu'y a-t-il, ma chérie ? Demanda Madame March en tendant la main avec une expression qui invitait à la confidence. Je veux te dire quelque chose, maman. Au sujet de Meg, comme tu as vite deviné. Oui, c'est à son sujet et même si ce n'est pas grand-chose, ça me démange. Beth dort. Parle doucement et raconte-moi. J'espère que ce mofa n'est pas venu, demanda Madame March d'un ton plutôt sec. Non, je lui aurais claqué la porte au nez si ça avait été le cas, dit Joe en s'installant par terre aux pieds de sa mère. L'été dernier, Meg a oublié une paire de gants chez les Lawrence et un seul lui a été rendu. Ça nous est sorti de la tête jusqu'à ce que Teddy me dise que c'était Monsieur Brooke qui l'avait. Il le gardait dans la poche de son gilet et un jour il est tombé et Teddy s'est moqué de lui et Monsieur Brooke a avoué qu'il aimait bien Meg mais qu'il n'osait pas le dire parce qu'elle était si jeune et lui si pauvre. Est-ce que ce n'est pas une situation épouvantable ? Tu penses que Meg a des sentiments pour lui ? Demanda Madame March avec un regard anxieux. Miséricorde, je ne connais rien à l'amour et c'est tellement absurde, s'écria Joe avec un drôle de mélange d'intérêt et de mépris. Dans les romans, les filles le montrent en sursautant et en rougissant, en s'évanouissant, en maigrissant et en se comportant comme des idiotes. Mais Meg ne fait rien de tel. Elle mange, elle boit et elle dort comme une créature sensée. Elle me regarde droit dans les yeux quand je parle de lui et elle rougit seulement un peu lorsque Teddy plaisante sur les amoureux.
Je lui ai interdit de le faire, mais il ne m'écoute pas autant qu'il devrait. Donc tu imagines que John n'intéresse pas Meg. Qui? S'exclama Joe en la fixant. Monsieur Brooke, je l'appelle John maintenant. Nous nous sommes mis à le faire à l'hôpital et ça lui plaît. Oh là là, je sais que tu prendras son parti. Il a été gentil pour papa et au lieu de les conduire, tu le laisseras épouser Meg si elle en a envie. Comme c'est mesquin. Aller chouchouter papa et s'abaisser devant toi juste pour que tu l'aimes bien à force de cajolerie, dit Joe avant de tirer à nouveau sur ses cheveux d'un air courroucé. Ma chérie, ne te mets pas en colère et je vais te raconter comment ça s'est passé. John m'a accompagnée à la demande de M. Lawrence et il a été si dévoué pour ton pauvre père qu'il était impossible de ne pas se prendre d'affection pour lui. Il a été parfaitement ouvert et honnête au sujet de Meg et il nous a dit qu'il l'aimait, mais qu'il attendrait d'avoir gagné de quoi lui offrir un foyer confortable avant de lui demander de l'épouser. Il désirait seulement notre permission pour l'aimer, œuvrer pour elle et obtenir le droit de se faire aimer d'elle s'il le pouvait. C'est franchement un jeune homme très bien et nous ne pouvions refuser de l'écouter, mais je ne permettrais pas à Meg de se fiancer si jeune. Bien sûr que non, ce serait idiot. Je savais bien qu'un mauvais coup se préparait, je le sentais. Et maintenant, c'est pire que ce que j'imaginais. Je regrette de ne pas pouvoir moi-même épouser Meg pour qu'elle reste en sécurité dans la famille. Cet arrangement bizarre fit sourire Madame March, mais elle déclara sérieusement. Joe, je me suis confiée à toi et je ne veux pas que tu dises encore quoi que ce soit à Meg. Quand John reviendra et que je les verrai ensemble, je pourrai mieux juger de ses sentiments à son égard. Elle verra les siens dans ses beaux yeux dont elle parle tout le temps et ce sera fini pour elle. Elle a le cœur si tendre, il fondrait comme neige au soleil si quelqu'un la regardait d'un air sentimental. Elle lisait les courts comptes rendus qu'il envoyait davantage que tes lettres et elle me pinçait quand j'en parlais. Et elle aime les yeux marrons, elle ne pense pas que John soit un prénom hideux et elle va tomber amoureuse et ce sera la fin de la paix et des amusements et des moments tranquilles passés ensemble. Je vois ça d'ici. Ils vont s'amourer dans toute la maison et il faudra qu'on s'éclipse. Meg ne pensera qu'à ça et ne sera plus gentille avec moi. Brooke va réussir à amasser une fortune quelque part. Il va l'emmener et il y aura un trou dans la famille. J'aurai le cœur brisé et tout sera abominablement désagréable. Oh mon Dieu, pourquoi ne sommes-nous pas toutes des garçons? Ça serait moins embêtant. Joe posa son menton sur ses genoux, l'air inconsolable, et agita le poing face au répréhensible John. Madame March soupira et Joe leva les yeux où se lisait le soulagement. Ça ne te plaît pas non plus, maman. J'en suis ravie. Renvoyons-le à ses affaires sans en dire un mot à Meg et amusons-nous toutes ensemble comme toujours. J'ai eu tort de soupirer Joe. Il est naturel et juste que vous partiez toutes pour votre propre foyer le moment venu, mais je veux garder mes filles aussi longtemps que possible. Et je suis navrée que ça arrive si vite parce que Meg n'a que 17 ans et quelques années seront nécessaires avant que John puisse lui offrir un foyer. Ton père et moi sommes d'accord, elle ne doit s'engager d'aucune façon ni se marier avant 20 ans. Si elle et John s'aiment, ils pourront attendre et mettre ainsi leur amour à l'épreuve. Elle a une conscience et je ne crains pas qu'elle ne soit pas aimable avec lui. Ma jolie fille au cœur tendre, j'espère qu'elle sera heureuse. Tu ne préférerais pas qu'elle épouse un homme riche? Demanda Joe alors que les derniers mots de sa mère étaient quelque peu hésitants. L'argent est une chose utile et agréable, Joe, et j'espère que mes filles n'en manqueront jamais trop cruellement ni n'auront la tentation d'en avoir trop. J'aimerais savoir John bien installé dans une entreprise prospère qui lui rapporterait suffisamment pour qu'il n'ait pas de dettes et que Meg ait une vie agréable. Je n'ambitionne pas une magnifique fortune, une situation en vue ou un grand nom pour mes filles. Si le rang et l'argent viennent avec l'amour et la vertu, alors je les accepterai avec gratitude et serai ravie de votre bonne fortune. Mais je sais par expérience que l'on peut vivre un authentique bonheur dans une petite maison toute simple où l'on gagne son pain quotidien et que quelques privations rendent plus doux les rares plaisirs. Je m'accommode de voir Meg débuter humblement dans la vie parce que, si je ne me trompe pas, posséder le cœur d'un homme bon sera pour elle une plus grande richesse que la fortune. Je comprends, maman, et je suis tout à fait d'accord. Mais Meg me déçoit parce que j'avais prévu qu'elle épouse Teddy un jour et qu'elle baigne dans le luxe chaque jour de sa vie. Ce ne serait pas agréable, demanda Joe en levant les yeux, le visage radieux. Il est plus jeune qu'elle, tu le sais, commença Madame March. Mais Joe l'interrompit. Oh, ça n'a pas d'importance, il est vieux pour son âge et grand, et il peut avoir des manières d'adulte s'il le veut. Et puis il est riche et généreux et bon, il nous aime toutes. Et moi, je dis que c'est dommage que mon plan soit gâché. J'ai bien peur que Laurie ne soit pas assez adulte pour Meg, et pour l'heure, il se comporte un peu trop en girouette pour qu'on puisse compter sur lui.
Ne fais pas de projet, Joe, et laisse le temps et leur propre cœur réunir tes amis. Il n'est jamais prudent de se mêler de tels sujets et il vaut mieux ne pas avoir en tête de bêtises romantiques, comme tu dis, de crainte de nuire à ses amitiés. D'accord, je ne le ferai pas, mais je déteste voir tout enchevêtré et embrouillé quand il suffirait de tirer un peu par-ci et de couper un peu par-là pour tout arranger. J'aimerais que porter des fers à repasser sur la tête nous empêche de grandir. Mais les boutons deviendront des roses et les chatons des chats. C'est vraiment pitié. C'est quoi ces histoires de fers à repasser de chats ? Demanda Meg en se faufilant dans la pièce, la lettre terminée à la main. Seulement une de mes stupides façons de parler. Je vais me coucher. Viens, Peggy, dit Joe en se dépliant comme un pantin articulé. Très bien et joliment écrit. S'il te plaît, ajoute que j'adresse mes amitiés à John, dit Madame March en levant les yeux au-dessus de la lettre avant de la lui rendre. Tu l'appelles John ? Demanda Meg en souriant, ses yeux innocents plongeant dans ceux de sa mère. Oui, il a été comme un fils pour nous et nous l'aimons beaucoup, répondit Madame March en lui retournant un regard perçant. J'en suis ravie. Il est si seul. Bonne nuit, maman chérie. C'est tellement extraordinairement agréable que tu sois là, souffla Meg. Le baiser que lui donna sa mère était très tendre et, tandis qu'elle s'éloignait, Madame March ajouta, avec un mélange de satisfaction et de regret, « Elle n'aime pas encore John, mais elle apprendra vite à le faire. » Elle fait exactement ce qu'elle a dit à sa fille de ne pas faire. Chapitre 21. Laurie sème la zizanie et Joe ramène la paix. La figure de Joe valait le coup d'œil le lendemain, car le secret lui pesait et elle avait du mal à ne pas avoir l'air mystérieuse et importante. Meg le remarqua, mais ne s'embêta pas à poser de questions. Ayant appris que la meilleure façon de s'y prendre avec Joe était d'appliquer la loi des contraires, elle était donc certaine qu'elle lui dirait tout si elle ne demandait rien. Elle fut par conséquent assez surprise que le silence ne soit pas brisé et que Joe affiche un air condescendant qui l'exaspéra au plus haut point, si bien qu'en retour, elle arbora une retenue pleine de dignité et se consacra à sa mère. C'est ainsi que Joe se retrouva livrée à elle-même, car Madame March avait pris sa place en tant qu'infirmière et lui avait ordonné de se reposer, de faire de l'exercice et de s'amuser après ce long confinement. Amy n'étant pas là, Laurie était son seul refuge, et autant elle appréciait sa compagnie, autant elle la redoutait en ce moment même, parce qu'il ne pouvait s'empêcher de la taquiner et elle craignait qu'il ne parvienne à lui arracher son secret. Elle n'avait pas tout à fait tort, car à peine cet amateur d'espièglerie soupçonna-t-il un mystère qu'il entreprit de le découvrir et mena la vie dure à Joe. Il cajola, soudoya, railla, menaça et rouspéta. Il affecta l'indifférence pour apprendre d'elle la vérité par surprise. Il déclara savoir, puis que ça lui était égal, et finalement, à force de persévérance, il fut convaincu que cela concernait Meg et M. Brooke. Indigné que son précepteur ne l'ait pas mis dans la confidence, il mit son intelligence à l'œuvre afin d'imaginer des représailles à la mesure de cet affront. Meg, pendant ce temps, semblait avoir oublié le sujet et était absorbée à préparer le retour de son père. Mais soudain, un changement parut se produire en elle et, l'espace d'un jour ou deux, elle ne fut pas vraiment elle-même. Elle sursautait lorsqu'on lui parlait, rougissait quand on la regardait, elle était très calme et cousait en affichant un air timide et inquiet. Aux questions de sa mère, elle répondait qu'elle allait très bien et elle faisait taire celle de Joe en la suppliant de la laisser seule. Elle le sent dans l'atmosphère, l'amour je veux dire, et elle s'y précipite. Elle a la plupart des symptômes, elle est agitée et irascible, elle ne mange pas, ne ferme pas l'œil de la nuit et se morfond dans son coin. Je l'ai surprise à chanter cette chanson qui dit « Malbrook ne revient pas ». Et un jour, elle a dit « John, comme toi ». Elle est devenue rouge comme une pivoine. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» dit Joe, prête à prendre n'importe quelle mesure, aussi violente fût-elle. « Rien à part attendre. Laisse-la tranquille, sois gentille et patiente, et l'arrivée de ton père va tout arranger », répondit sa mère. Voilà un message pour toi, Meg, bien scellé. Comme c'est bizarre. Teddy ne scelle jamais les miens, dit Joe le lendemain en distribuant le contenu du petit bureau de poste. Madame March et Joe étaient plongés dans leurs occupations lorsqu'un son émis par Meg leur fit lever les yeux pour la découvrir, fixant le message d'un air effrayé. « Mon enfant, que se passe-t-il » s'écria sa mère en courant la rejoindre tandis que Joe essayait de se saisir du papier à l'origine du mal. «
C'est une erreur, il ne l'a pas envoyé. Oh Joe, comment as-tu pu faire ça? Et Meg se cacha la tête dans les mains en pleurant comme si elle avait le cœur absolument brisé. Moi? Je n'ai rien fait. De quoi elle parle? S'exclama Joe abasourdi. La colère enflammait les yeux doux de Meg lorsqu'elle tira une lettre froissée de sa poche et la jeta à la face de Joe en lançant d'un ton plein de reproches. C'est toi qui l'as écrite et ce sale garçon t'a aidé. Comment peux-tu être si brute? Comment peux-tu être si brute, si méchante et cruelle envers nous deux? Joe l'entendit à peine car elle et sa mère lisaient le message rédigé d'une écriture étrange. Ma très chère Margaret, je ne peux plus contenir ma passion et je dois connaître mon sort avant de revenir. Je n'ose pas en parler de suite à vos parents, mais je pense qu'ils consentiront s'ils savent que nous nous adorons. Monsieur Lawrence m'aidera à trouver une bonne place et ensuite, ma douce amie, vous me rendrez heureux. Je vous implore de ne rien dire encore à votre famille, mais d'envoyer un message d'espoir par l'intermédiaire de Laurie à votre dévoué John. Oh, le petit scélérat, c'est le moyen qu'il a trouvé pour me faire payer d'avoir tenu la promesse faite à maman. Je vais lui savonner les oreilles et le traîner ici pour qu'il demande pardon, s'écria Joe, brûlant de rendre une justice immédiate. Mais sa mère la retint en déclarant, avec une expression qu'elle arborait rarement, « Arrête, Joe, tu dois d'abord te disculper. Tu as fait tant de farces que j'ai bien peur que tu aies participé à celle-ci. Oh maman, je te donne ma parole que non. Je n'ai jamais vu ce message et je ne sais rien à son sujet, aussi vrai que j'existe, dit Joe avec tant de sincérité qu'elle la crut. Si j'y avais pris part, j'aurais fait mieux que ça et j'aurais écrit une lettre sensée. Je t'aurais cru capable de t'apercevoir que M. Brooke n'écrirait jamais une chose pareille, ajouta-t-elle, en jetant à terre le papier d'un air méprisant. Ça ressemble à son écriture, bredouilla Meg en la comparant avec le message qu'elle tenait à la main. Oh Meg, tu n'y as pas répondu, s'écria Madame March promptement. Si. Et Meg enfouit à nouveau son visage dans ses mains submergées par la honte. Ça, c'est une sale histoire. Laisse-moi ramener ce vilain garçon ici pour qu'il s'explique et qu'on le sermonne. Je n'aurai pas de repos tant que je ne lui aurai pas mis la main dessus, dit Joe en se dirigeant à nouveau vers la porte. Silence. Laisse-moi arranger ça, parce que c'est encore pire que ce que je pensais. Margaret, raconte-moi tout, lui ordonna Madame March en s'asseyant près de Meg tout en retenant Joe de crainte qu'elle ne s'enfuit. J'ai reçu la première lettre par Laurie, qui semblait ne rien savoir du tout, commença Meg sans lever les yeux. Au début, j'étais inquiète et j'ai eu l'intention de t'en parler. Puis, je me suis souvenu combien tu appréciais M. Brooke, alors je me suis dit qu'il te serait égal que je garde mon petit secret pendant quelques jours. Je suis tellement idiote que je me plaisais à penser que personne ne savait et pendant que je réfléchissais à ce que j'allais dire, je me suis sentie comme les filles dans les livres qui se trouvent dans la même situation. Pardonne-moi, maman, je dois payer pour mon idiotie maintenant. Je ne pourrai plus jamais le regarder en face. Que lui as-tu dit? Demanda Madame March. Seulement que j'étais trop jeune pour faire quoi que ce soit pour le moment, que je ne voulais pas avoir de secret pour toi et qu'il devait parler à papa. Que j'étais très reconnaissante de sa gentillesse et que je serais son amie, mais rien de plus, pendant longtemps. Madame March sourit d'un air satisfait et Joe applaudit et s'exclama en riant. Tu es presque l'égale de Caroline Percy, qui était un modèle de prudence. Raconte, Meg. Qu'a-t-il répondu à ça? Il m'a répondu sur un ton très différent. Il m'a dit n'avoir jamais envoyé de lettre d'amour et être désolé que ma coquine de sœur, Jo, prenne autant de liberté avec Nono. C'est très gentil et respectueux, mais imagine comme c'est affreux pour moi. Meg s'appuya contre sa mère, offrant l'image même du désespoir, et Jo arpenta la pièce en traitant Laurie de tous les noms. Soudain, elle s'arrêta, se saisit des deux messages et, après les avoir étudiés attentivement, dit d'un ton décidé « Je pense que Brooke n'a jamais vu aucune de ces lettres. Teddy a écrit les deux et il a gardé la tienne pour pavoiser devant moi parce que je n'ai pas voulu lui confier mon secret. N'aie pas de secret, Joe. Dis-les à maman et tiens-toi à l'écart des ennuis, comme j'aurais dû le faire, l'avertit Meg. Dieu que tu es innocent, c'est maman qui me l'a confié. Ça va aller, Joe. Je vais réconforter Meg pendant que tu vas chercher Laurie. Je vais aller au fond des choses et mettre un terme à de telles farces une fois pour toutes. Joe partit en courant et Madame March révéla gentiment à Meg les véritables sentiments de M. Brooke. Et toi, ma chérie, quels sont les tiens? L'aimes-tu assez pour attendre qu'il puisse t'offrir un foyer ou veux-tu rester libre pour le moment? J'ai eu tellement peur et je me suis fait tant de soucis que je ne veux rien avoir à faire avec des amoureux pour longtemps. Peut-être jamais, répondit Meg avec humeur. Si John ne sait rien de ces absurdités, ne lui dis rien et fais en sorte que Joe et Laurie tiennent leur langue. Je ne veux pas être trompée et tourmentée et qu'on se moque de moi. C'est une honte. Voyant que Meg, d'ordinaire d'un caractère doux, était en colère et qu'elle avait été atteinte dans sa fierté par cette espiègle plaisanterie, Madame March l'apaisa en lui promettant à l'avenir un silence absolu et une très grande discrétion.
À l'instant où les pas de Laurie se firent entendre dans l'entrée, Meg s'enfuit dans le bureau et Madame March reçut seule le fautif. Joe ne lui avait pas donné la raison de sa convocation, de crainte qu'il ne vienne pas, mais il sut à la minute même où il vit le visage de Madame March et il resta là à faire tournoyer son chapeau entre ses mains avec un air coupable qui l'accusa immédiatement. Joe fut congédiée, mais elle décida d'arpenter le couloir comme une sentinelle, de peur que le prisonnier ne s'échappe. Au salon, des voix s'élevèrent par intermittence durant une demi-heure, mais les filles ne surent jamais ce qui s'était passé au cours de cette entrevue. Lorsqu'elles furent rappelées, Laurie se tenait près de leur mère avec un tel air de repentance que Joe lui pardonna sur le champ, mais elle jugea peu sage de trahir ses pensées. Meg reçut d'humbles excuses et fut grandement réconfortée en apprenant que Brooke ne savait rien de cette plaisanterie. « Je ne lui dirai rien jusqu'à mon lit de mort. Rien ne pourra m'arracher ce secret. Alors tu vas me pardonner, Meg, et je ferai tout pour te montrer à quel point je suis absolument désolée, ajouta-t-il, l'air vraiment très honteux de ses actes. Je vais essayer. Mais ce que tu as fait est très peu digne d'un gentleman. Je ne pensais pas que tu puisses être si sournois et méchant, Laurie, répondit Meg en essayant de dissimuler son trouble de jeune fille sous un air sérieux et réprobateur. C'était parfaitement abominable et je mérite qu'on ne m'adresse pas la parole pendant un mois. Mais tu le feras quand même, non ? Et Laurie joignit les mains en un geste si implorant, leva si modestement au ciel des yeux repentants et employa un ton si persuasif qu'il était impossible de le blâmer en dépit de son comportement scandaleux. Meg lui pardonna et le visage grave de Madame March se détendit malgré ses efforts pour rester sérieuse lorsqu'elle l'entendit déclarer qu'il expirait ses péchés par toutes sortes de pénitences et s'avilirait comme un ver de terre devant la demoiselle offensée. Joe garda ses distances, essayant de durcir son cœur et ne réussit qu'à contracter son visage en une expression de totale désapprobation. Laurie lui jeta un ou deux coups d'œil, mais comme elle ne montrait aucun signe de vouloir se laisser fléchir, il se sentit blessé et lui tourna le dos jusqu'à ce que les autres en aient fini avec lui, puis il lui fit une révérence et sortit sans un mot. Sitôt après son départ, elle regretta de ne pas avoir été plus clémente et, lorsque Meg et sa mère montèrent à l'étage, elle se sentit seule et se languit de Teddy. Après avoir résisté un moment, elle céda à son impulsion et, armée d'un livre à rendre, elle partit pour la grande maison. « Monsieur Lawrence est là ?» demanda Joe à une bonne qui descendait l'escalier. « Oui, mademoiselle, mais je ne pense pas qu'il soit visible pour le moment. »« Pourquoi, il est malade ?»« Oh là, non, madame. Mais il a eu une scène avec monsieur Laurie qui a piqué une colère à je ne sais quel propos, ce qui a contrarié le vieux monsieur. Alors j'ose pas m'approcher de lui. »« Où est Laurie ?»« Enfermé dans sa chambre et il ne répond pas, même quand je frappe. Je ne sais pas ce que va devenir le déjeuner, il est prêt et il n'y a personne pour le manger. Je vais aller voir ce qui se passe. Aucun des deux ne me fait peur. » Joe monta donc et cogna un bon coup à la porte du petit bureau de Laurie. « Arrête ou j'ouvre la porte et je te règle ton sort !» cria le jeune homme d'un ton menaçant. Aussitôt, Joe frappa à nouveau. La porte s'ouvrit d'un coup et elle bondit à l'intérieur avant que Laurie n'ait le temps de revenir de sa surprise. Voyant qu'il était vraiment hors de lui, Joe, qui savait comment le prendre, afficha un air contrit et, tombant théâtralement à genoux, dit humblement « S'il te plaît, pardonne-moi d'avoir été si fâchée. Je suis venue me réconcilier et je ne partirai pas avant que ce soit fait. »« C'est bon, lève-toi et ne fais pas la dinde, Joe, répondit Laurie d'un ton cavalier à sa requête. Merci. D'abord, merci, d'accord. Tu peux me dire ce qui se passe? Tu n'as pas l'air d'avoir l'esprit tranquille. Je me suis fait secouer et je ne supporte pas ça, grommela Laurie d'un air indigné. Par qui? Demanda Joe. Grand-père. Si ça avait été quelqu'un d'autre, j'aurais... Et le jeune homme blessé termina sa phrase en agitant énergiquement le bras droit. Ce n'est rien. Je te secoue souvent et tu t'en fiches, dit Joe d'un ton apaisant. Tu es une fille, c'est amusant, mais je ne permets à aucun homme de me secouer. Je pense que personne n'essaiera en voyant ton regard noir. Pourquoi t'a-t-il traité ainsi? Seulement parce que je n'ai pas voulu lui dire pourquoi ta mère désirait me voir. J'ai promis de ne rien dire, alors forcément je n'allais pas manquer à ma parole. Tu ne pouvais pas contenter ton grand-père autrement? Non, il voulait la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. J'aurais raconté la partie de l'histoire qui me concernait si j'avais pu, sans impliquer Meg. Comme c'était impossible, j'ai tenu ma langue et j'ai encaissé le serment jusqu'à ce que le vieil homme m'attrape par le col. Alors je me suis mise en colère, je me suis enfuie de peur de me laisser aller. Ce n'est pas gentil, mais je sais qu'il est désolé. Alors descends et fais la paix, je vais t'aider. Plutôt me pendre. Je ne vais pas me laisser sermonner et rouer de coups par tout le monde pour une facétie. Je suis sincèrement navrée pour Meg et j'ai demandé pardon en homme, mais je ne recommencerai pas alors que je ne suis pas dans mon tort. Il ne le savait pas. Il devrait me faire confiance et ne pas se comporter comme si j'étais un bébé. Ça ne sert à rien, Joe.
Il doit apprendre que je suis capable de m'occuper de moi et que je n'ai besoin de personne pour tenir les rênes de mes affaires. Est-ce que vous avez la tête dure tous les deux, soupira Joe. Comment penses-tu arranger cette histoire? Eh bien, il va falloir qu'il me demande pardon et me croie quand je dis que je ne peux pas lui avouer le motif de la dispute. Grand Dieu, il ne fera jamais ça. Je ne descendrai pas tant qu'il ne l'aura pas fait. Écoute, Teddy, sois raisonnable. Laisse passer et j'expliquerai tout comme je pourrai. Tu ne peux pas rester ici, alors à quoi sert tout ce mélodrame? Je n'ai pas l'intention de rester ici longtemps. De toute façon, je vais filer discrètement et partir en voyage quelque part et quand je manquerai à grand-père, il changera rapidement d'avis. Sans doute. Mais tu ne devrais pas partir et l'inquiéter. Arrête de me faire la morale. Je vais aller à Washington voir Brooke. Il y a des distractions là-bas et je vais en profiter après tous ces soucis. Comme tu t'amuserais. J'aimerais bien pouvoir m'enfuir moi aussi, dit Joe, oubliant son rôle de mentor dans les visions enthousiastes d'une vie martiale dans la capitale. Viens alors, pourquoi pas. Tu feras la surprise à ton père et ce vieux Brooke en sera tout ému. Ce serait une magnifique plaisanterie. Faisons-le, Joe. On laissera une lettre pour dire qu'on va bien et on filera aussitôt. J'ai assez d'argent. Ça te fera du bien et il n'y a pas de mal puisque tu vas voir ton père. Un instant, Joe donna l'impression d'être sur le point d'accepter, car aussi extravagant que fût ce projet, il lui plaisait. Elle en avait assez des soins et du confinement, rêvait de changement et les pensées concernant son père se mêlaient d'une manière tentante au charme original des camps et des hôpitaux, de la liberté et du divertissement. Ses yeux pétillaient lorsqu'elle les tourna avec mélancolie vers la fenêtre, mais ils tombèrent sur la vieille maison en face et elle secoua la tête, sa triste décision prise. Si j'étais un garçon, on s'enfuira ensemble et on passera un merveilleux moment. Mais comme je ne suis qu'une misérable fille, je dois respecter les convenances et rester à la maison. Ne me tente pas, Teddy, c'est un projet fou. C'est ce qui est amusant, commença Laurie, pris d'un accès d'obstination et obsédée par l'idée de se libérer de ses attaches d'une façon ou d'une autre. Tiens ta langue, s'écria Joe en se bouchant les oreilles. Préciosité et pudibonderie, voilà à quoi je suis condamnée et je ferais bien de m'y faire. Je suis venue te faire la morale, pas entendre des choses qui m'en détournent. Je savais qu'une telle proposition refroidirait Meg, mais je pensais que tu avais plus de courage, insinua Laurie. Vilain garçon, tais-toi. Assieds-toi et réfléchis à tes propres péchés, ne m'oblige pas à rallonger la liste des miens. Si j'arrive à faire en sorte que ton grand-père s'excuse de t'avoir secoué, tu abandonneras l'idée de t'enfuir, demanda Joe, sérieuse. Oui, mais tu n'y arriveras pas, répondit Laurie, qui avait envie de se réconcilier, mais avait le sentiment que sa dignité outragée devait d'abord être apaisée. Si je sais comment m'y prendre avec le jeune, je peux aussi avec le vieux, marmonna Joe en s'éloignant, laissant Laurie penchée sur une carte des chemins de fer, la tête reposant sur ses mains. Entrez, dit M. Lawrence de sa voix bourrue, qui semblait plus bourrue que jamais lorsque Joe frappa à sa porte. Ce n'est que moi, monsieur. Je suis venue vous rendre un livre, dit-elle platement en entrant. Vous en voulez d'autres demanda le vieux monsieur, l'air sombre et contrarié, mais s'efforçant de ne pas le montrer. Oui, s'il vous plaît, j'ai tellement aimé le vieux Sam, je crois que je vais tenter le second volume, répondit Joe, en espérant le concilier en acceptant une deuxième dose du Johnson de Boswell, puisqu'il lui avait recommandé cette œuvre joyeuse. Les sourcils broussailleux se détendirent quelque peu lorsqu'il fit rouler l'escabeau jusqu'à l'étagère où se trouvait la littérature ayant trait à Johnson. Joe bondit au sommet et, assise sur la dernière marche, elle fit semblant de chercher son livre, mais se demandait en réalité comment aborder au mieux le périlleux objet de sa visite. M. Lawrence semblait soupçonner qu'elle mijotait quelque chose, car, après plusieurs allers-retours d'un pas vif dans la pièce, il se tourna vers elle et parla d'un ton si brusque que Raslas tomba face contre terre au sol. Qu'a fait ce garçon? Et n'essayez pas de le protéger. Je sais qu'il a fait une sottise, étant donné sa façon de se comporter en rentrant. Je n'ai pas réussi à lui soutirer un mot, et quand j'ai menacé de le secouer pour lui arracher la vérité, il a filé à l'étage et il s'est enfermé dans sa chambre. Il a effectivement fait quelque chose de mal, mais nous lui avons pardonné et nous avons toutes promis de ne pas en dire un mot à quiconque, commença Joe à contre-cœur. Ça n'est pas suffisant. Il ne peut pas s'abriter derrière une promesse que vous, les filles au cœur tendre, lui avez faite. S'il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû, il va devoir l'avouer, demander pardon et être puni. Dites-moi tout, Joe. Je ne resterai pas dans le brouillard. Monsieur Lawrence était si inquiétant et parlait d'un ton si sec que Joe se serait volontiers enfui si elle avait pu,
mais elle était perchée en haut de l'escabeau et il se tenait au pied de celui-ci, un lion sur son passage, l'obligeant à rester et à l'affronter. En fait, monsieur, je ne peux rien dire. Maman me l'a défendu. Laurie a avoué, a demandé pardon et a suffisamment été punie. Nous ne gardons pas le silence pour le protéger, mais pour protéger quelqu'un d'autre, et cela créera encore davantage de problèmes si vous vous en mêlez. Ne le faites pas, s'il vous plaît. C'était en partie ma faute, mais tout va bien maintenant. Alors oublions tout ça et parlons du Rambler ou de quelque chose d'agréable. Que le Rambler aille se faire pendre. Descendez et donnez-moi votre parole que ce gamin sans cervelle n'a rien fait d'ingrat ou d'impertinent. Si c'est le cas, après toutes vos gentillesses pour lui, je le mettrai en pièces de mes propres mains. La menace semblait épouvantable, mais n'inquiéta pas Joe, car elle savait que l'irascible vieux monsieur ne lèverait jamais la main sur son petit-fils, même s'il affirmait le contraire. Elle descendit avec obéissance et fit la lumière sur la farce comme elle put, sans trahir Meg ou omettre la vérité. Ah, bon, si le garçon tient sa langue parce qu'il l'a promis et non par obstination, je lui pardonne. Il est têtu et difficile à manœuvrer, dit M. Lorenz en se frictionnant la tête jusqu'à avoir l'air d'avoir été pris dans une bourrasque et en adoucissant son froncement de sourcils d'un air soulagé. Comme moi. Mais un mot gentil suffit à me remettre dans le droit chemin, là où tous les chevaux du roi et tous les hommes du roi n'y parviendraient pas, dit Joe en essayant de glisser un mot gentil pour son ami qui semblait ne se tirer d'un mauvais pas que pour retomber dans un autre. Vous pensez que je ne suis pas gentil avec lui, hein répondit-il sèchement. Oh mon Dieu, non, monsieur, vous êtes même parfois trop gentil. Mais après, vous vous emportez un peu vite lorsqu'il met votre passion à rude épreuve. Vous ne croyez pas ? Joe était maintenant déterminée à s'expliquer et à tenter de paraître parfaitement sereine, même si elle tremblait un peu après son discours hardi. À son grand soulagement et à sa grande surprise, le vieux monsieur se contenta de jeter bruyamment ses lorgnons sur la table et de s'exclamer en toute franchise « Vous avez raison, ma fille, j'aime ce garçon, mais il met ma patience à rude épreuve, au-delà du supportable, et je ne sais pas comment ça va se terminer si nous continuons ainsi. Je vais vous le dire, il s'enfuira. » Joe regretta ses paroles au moment même où elle les prononça. Elle voulait le prévenir que Laurie supportait mal les contraintes et qu'elle espérait qu'il ferait preuve de plus de tolérance avec le garçon. Le visage rouge de M. Lorenz se modifia brusquement et il s'assit en jetant un regard troublé au tableau représentant un bel homme accroché au-dessus de sa table. C'était le père de Laurie, qui, lui, s'était enfui dans sa jeunesse et s'était marié contre la volonté impérieuse du vieux monsieur. Joe imagina qu'il se rappelait et regrettait le passé, et elle s'en voulut de ne pas avoir tenu sa langue. Il ne le fera pas, à moins d'être vraiment tourmenté, et il se contente de menacer de le faire parfois quand il en a assez d'étudier. Je pense souvent que moi aussi j'aimerais bien, surtout depuis que mes cheveux ont été coupés. Alors si un jour nous disparaissons, publiez des avis de recherche pour 2 garçons et cherchez dans les bateaux qui partent pour l'Inde. Elle dit cela en riant et M. Lorenz eut l'air soulagé, prenant de toute évidence tout ça pour une plaisanterie. Petite dévergondée, comment osez-vous parler ainsi? Où est passé votre respect pour moi et votre bonne éducation? Mon Dieu, les garçons et les filles. Quel tourment ils sont. Mais nous ne pouvons nous en passer, dit-il en lui pinçant les joues, sa bonne humeur revenue. Allez chercher ce garçon pour qu'il descende déjeuner, dites-lui que tout va bien et prévenez-le de ne pas prendre des airs tragiques avec son grand-père. Je ne le supporterai pas. Il ne viendra pas, monsieur. Il a mal pris que vous ne l'ayez pas cru quand il a affirmé qu'il ne pouvait rien dire. Je pense que le fait que vous l'ayez secoué l'a beaucoup blessé. Joe essaya de prendre un air pathétique, mais elle dut y échouer car M. Lorenz se mit à rire et elle sut qu'elle avait gagné la partie. J'en suis désolée, je suppose que je devrais le remercier de ne pas m'avoir secoué à son tour. À quoi diable s'attend-il? Dit le vieux monsieur, l'air un peu honteux de sa propre irritabilité. Si j'étais vous, je ferais mes excuses par écrit, monsieur. Il dit qu'il ne descendra pas tant qu'il ne les aura pas reçues. Et il parle de Washington et raconte des choses absurdes. Des excuses formelles lui montreront à quel point il est idiot et le ramèneront à des dispositions plus aimables. Essayez. Il aime bien s'amuser, c'est mieux ainsi que de vive voix. Je les lui apporterai et lui montrerai où est son devoir. Monsieur Lorenz lui lança un regard acéré et chaussa ses lorgnons en disant lentement « Vous êtes d'une chatte rusée. Mais ça ne me gêne pas que vous et Bess me meniez par le bout du nez. Allez, donnez-moi une feuille de papier et finissons-en avec ces absurdités. » Le message fut rédigé dans les termes qu'utiliserait un gentleman pour s'adresser à un autre après avoir été profondément insulté. Joe posa un baiser sur le front dégarni de M. Lorenz et courut glisser les excuses sous la porte de Laurie en lui conseillant, par le trou de la serrure, d'être docile, bienséant et quelques autres agréables impossibilités.
Trouvant la porte à nouveau fermée à clé, elle laissa le message faire son œuvre et s'éloignait tranquillement lorsque le jeune homme glissa sur la rampe d'escalier, l'attendit en bas et lança en arborant une expression des plus vertueuses. « Quel brave type tu es, Joe !» Il s'est mis en colère, ajouta-t-il en riant. « Non, il a été plutôt aimable, dans l'ensemble. »« Ah, j'ai tout gagné. Même toi, tu m'as lâché et j'étais prêt à partir au diable, » commença-t-il d'un air contrit. « Ne parle pas ainsi. Tourne la page et recommence, Teddy, mon fils. » Je n'arrête pas de tourner des pages et de les gâcher, comme je gâchais mes cahiers. Je recommence tellement souvent que ça n'aura jamais de fin, dit-il d'un air malheureux. Va déjeuner, tu te sentiras mieux après. Les hommes ronchonnent toujours quand ils ont faim, répondit Joe avant de filer par la porte d'entrée. En voilà une façon d'affamer mon secte, répondit Laurie, citant Amy en partant scrupuleusement manger dans la main de son grand-père, dont l'humeur fut digne d'un saint et les manières éminemment respectueuses jusqu'à la fin de la journée. Tout le monde pensait que l'histoire était terminée et que le petit nuage s'était dissipé. Mais le mal était fait, car si d'autres l'oublièrent, Meg s'en souvint. Elle ne faisait jamais allusion à une certaine personne, mais elle songeait beaucoup à lui, rêvait plus que jamais. Et un jour, en fouillant dans le bureau de sa sœur à la recherche de timbres, Joe trouva un morceau de papier sur lequel était partout griffonné Madame John Brooke, qui lui tira des gémissements tragiques et qu'elle jeta au feu en ayant le sentiment que la farce de Laurie avait précipité ce jour qu'elle maudissait. C'est la fin du chapitre 21. Et c'est la fin de cette lecture. Un petit poème, Soledad, à Cuban Portrait. The shadows of too many nights of love have fallen beneath your eyes, so full of pain and patience, so full of lies, so full of pain and patience, Soledad, so deeply scared, so still with silent cries. Soledad, portrait cubain. Les ombres de trop de nuits d'amour se sont couchées sous tes yeux, si pleins de souffrance et de passion, si pleins de mensonges, si pleins de souffrance et de passion, Soledad, si profondément marquée, si immobile aux pleurs silencieux. Un autre. Harlem Night Song. Come, let us roam the night together, singing, I love you. Across the Harlem rooftops, moon is shining. Night sky is blue. Stars are great drops of golden dew. In the cabaret, the jazz band's playing. I love you. Come, let us roam the night together, singing. Chant de nuit à Harlem. Viens, errons ensemble dans la nuit, en chantant. Je t'aime. Au-dessus des toits de Harlem, la lune brille. Le ciel de nuit est bleu. Les étoiles sont de magnifiques gouttes d'une rosée d'or. Dans le cabaret, l'orchestre de jazz joue. Je t'aime. Viens, errons ensemble dans la nuit, en chantant. Et voilà, c'était encore Langston Hughes, le blues usé. Ah là là là. Que de train, que de train. Bon, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous m'avez entendu. Je ne suis pas sûre de ça, mais bon, je verrai bien. Hop là. Merci encore. Et à bientôt. Merci. Faites bien attention à vous surtout. Beaucoup de tendresse, d'amour, de belles nuits, de beaux rêves. Merci.